Oui. On va prendre plusieurs cas. Le gars qui est à la campagne, la personne qui est en ville, comme vous avez dit. Bon, comment je suis informé? On a répondu à cette question. La seule moyen d'être informé, c'est les 5 coups de sirène, c'est ça? Oui. C'est les 5 sirènes. C'est les 5 sirènes. C'est ça. On n'a que ça comme information. Voilà. Alors ça... donc c'est capital, ça. C'est capital parce que normalement, les casernes de pompiers, même s'il n'y a plus de courant, elles ont un groupe. Bon. Elles peuvent informer. Dans l'hypothèse où elles ne le feront pas, si elles reçoivent l'ordre de ne pas affoler la population d'Ange. Non, je pense qu'elles le feront. Elles le feront. Ah oui, c'est automatique. Ça, si vous voulez, c'est une seconde nature. Ces gens-là, les pompiers sont des secouristes. Ils ont ça dans l'âme. Ils le feront. Ils vont porter déclencher les secours. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu d'informer les populations qui sont dans la direction du nuage de les déplacer dans une autre région. C'est prévu? Ah, c'est prévu. Cela dépend, si vous voulez, il faut bien comprendre que en cas de guerre, vous avez la direction des armées, c'est le ministère des Armées qui dirige, et puis en ce qui concerne la population, c'est la population civile, c'est le ministère de l'Intérieur qui dirige les opérations. Et donc ce sont deux ministères différents. Eux vont donner... Alors les militaires peuvent venir à un endroit et puis le Darmanin, par exemple, ou un autre, va dire, eh bien, la population du Nord, du Pas-de-Calais, hop, on l'envoie en Alsace. Vous voyez, par exemple. Oui. Mais comment ils informeront la population s'il n'y a plus de moyens de communication électronique? Mais voilà, mais on est... Donc ça sera le chaos. Mais absolument. Ouais. Alors, on va essayer... Donc on entend 5 coups de sirène. Oui. Qu'est-ce que je fais? Alors, je veux 2 réponses. Qu'est-ce que je fais si je suis en ville, j'habite dans un immeuble en ville ou dans une banlieue? Qu'est-ce que je fais si je suis à la campagne et j'habite une maison plein pied sans sous-sol, avec un vide sanitaire de 30 cm, ou si j'habite une maison avec un sous-sol? C'est tous les cas de figure, en fait. Je vais vous dire que si vous attendez les 5 coups de sirène et que vous n'avez rien fait avant, vous êtes foutu. Ah ben ça, c'est important. Parce que la protection de sa famille, ça se prépare longtemps avant. Mentalement déjà, il faut être accepté, se préparer, être prêt, parce que sans ça, c'est la panique. Et donc, le fait de sidération. Voilà. Alors, comment on peut éviter cette panique? Tout simplement par la connaissance. Quand vous êtes dans un monde complètement inconnu, dans le noir, vous avez peur. Oui. Mais si vous connaissez, vous savez comment les choses vont se passer, si vous avez pris le temps de l'étudier, qu'on vous a expliqué, qu'on vous a enseigné, à ce moment-là, vous n'avez pas peur puisque vous savez comment les choses vont se passer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que moi aussi, il y a 40 ans, j'ai essayé de convaincre mes amis qui étaient médecins, chirurgiens, tout ça, parce que j'étais dans un groupe. Impossible. Je leur expliquais, on mangeait ensemble, tout ça. Mais non, mais tu es fou, c'est impossible. Bon, finalement, j'ai dit la seule façon de les convaincre, c'est d'écrire, parce que là, je vais pouvoir détailler. Parce que dans une conversation d'un quart d'heure ou une demi-heure, vous ne pouvez pas tout expliquer, vous ne pouvez pas convaincre. Non. Donc là, j'ai pris le temps de travailler pendant des mois pour écrire. Et donc, eh bien, là, oui, j'ai des amis qui ensuite m'ont dit, bah oui, d'accord, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Donc, la première des choses que les gens doivent savoir et doivent faire, c'est ce que j'ai dit déjà sur une vidéo, c'est de commander un compteur Gégère, comme ça. Alors ça c'est important. Ça, c'est important. C'est capital, ça. Ben, si vous n'avez pas ça, vous êtes aveugle, vous ne savez rien, vous ne voyez rien. Et donc, cet appareil ou un autre, il y a une quantité de modèles. Oui, il y a une quantité de modèles. Oui. Sur Amazon, on trouve. Vous avez, donc là, à l'époque, moi, je sais pas, il y a 2 ans, j'ai acheté ça à 90 €. Bon, celui-ci, ça doit être à peu près pareil. Alors, c'est ça qu'il faut d'abord acheter. Il ne faut pas l'acheter quand il y a les 5 coups de sirène, parce que là, c'est fini, c'est trop tard. Pourquoi il faut avoir ça? Ben parce que on va rentrer dans le détail, si vous voulez. Oui. Alors, on va aller très, très rapidement sur des explications scientifiques. Il le faut. On ne peut pas faire l'économie de ça, parce qu'il faut partir du principe que les gens ne sont pas idiots. Quand on explique quelque chose simplement, ils comprennent. Et donc, il y a
3 types d'explosions nucléaires. Ça, c'est déjà la base qu'il faut que les gens sachent. C'est très facile. Tout le monde est resté sur le schéma Hiroshima-Nagasaki. Ce sont des explosions en altitude qui n'ont pas de retombées radioactives. Elles sont destinées à détruire une population civile ciblée. Les explosions en altitude, elles sont destinées à détruire une ville, à tuer toute sa population. Éventuellement, sur le champ de bataille, on peut aussi détruire une armée en ayant l'intention, après, de revenir sur ce terrain, puisqu'il suffit d'attendre 3 semaines et la radioactivité a quasiment disparu. Alors, ça, c'est l'explosion en altitude. Si vous êtes dessous, il n'y a rien à faire, vous êtes mort, c'est fini, sauf à être dans un abri avant. Néanmoins, il y a dans des grandes villes des gens, supposons, ce qui me paraît peu probable, qu'il y ait une explosion au-dessus de la ville de Paris. On va dire, avec les puissances actuelles, on va dire même une petite puissance, 1 ou 2 mégatonnes, elle va se produire à 900 mètres d'altitude. Eh bien là, vous allez avoir un effet de souffle qui va détruire presque tous les immeubles qui sont dans un rayon de 4 km. Il va y avoir un effet de chaleur, on va monter à plus de 5000 degrés au sol, hein, donc vous êtes carrément liquéfié, carbonisé instantanément. Et puis, ça, c'est des effets directs. Et donc, sous l'explosion qui se trouve en altitude, vous avez un phénoménal rayonnement gamma qui va charger tous les matériaux qui sont dessous et vont devenir radioactifs. Alors, les gens qui se trouveraient, par exemple, ce jour-là, dans le métro, sont protégés. Mais il faudra penser à sortir au bout de la ligne, si la ligne marche encore. Peut-être marcher sur les voies, vous voyez, et d'aller très très loin, le plus loin possible de l'épicentre, vous voyez. Mais si vous ne savez pas, est-ce que l'endroit où je sors, il y a de la radioactivité ou pas? Alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais peut-être il y en a. Donc ça, la seule façon de le savoir, c'est ça. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Mais moi, je pense que la probabilité, et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, ce qui est très facile de se protéger et qui va vraiment être la chose sur le plan de la surface, sur le plan du nombre, c'est les retombées radioactives. Les retombées radioactives, elles sont la conséquence d'une explosion au sol ou dans le sol. Alors là, 2 choses un peu différentes. Explosion au sol, il va y avoir, on va prendre la carte, je vais vous faire voir. Donc, on parlait tout à l'heure des cibles. Eh bien, voilà ce type, si vous voulez, d'antenne que vous avez dans plusieurs régions de France. Ce sera une cible. Non pas les antennes elles-mêmes, mais le bunker, qui est le QG des antennes, qui se trouve à 40 ou 50 mètres de profondeur. Alors, effectivement, ils ne sont pas obligés d'utiliser une charge nucléaire. Mais pour quelle raison ils utiliseraient une charge conventionnelle? Ils peuvent le faire quand ils ne sont pas très loin. En ce qui concerne le bunker qui abritait le quartier général de l'OTAN à quelques kilomètres de Kiev, ils ont utilisé 2 missiles. Un missile qui a perforé et l'autre qui a explosé. Ah oui. L'un derrière l'autre. 2 missiles. Voilà. Et donc, il faut savoir que des cibles militaires en Europe, il y en a des centaines. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, les Russes font traîner la guerre en Ukraine pour avoir du temps pour fabriquer tout le matériel qu'ils ont besoin pour faire cette opération que je vous parle. En une fraction de minute, toutes les cibles doivent être touchées en même temps, à 15 secondes près. Donc vous pensez qu'ils encaissent actuellement les coups, c'est-à-dire les coups de l'OTAN qui brûlent les lignes, les fameuses lignes rouges, les unes après les autres, parce que systématiquement, la Russie dit si vous faites ceci, il y a une ligne rouge et on réagira, et on voit que la Russie ne réagit jamais, mais vous pensez qu'elle retarde
sa manière, elle retarde, stratégiquement, elle retarde pour frapper d'un coup et frapper fort? Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Il n'y a pas de ligne rouge, si vous voulez. Ils occupent actuellement 20% du territoire ukrainien qu'ils ont conquis. Ils ont fait voter les différentes régions, le Donbass, Donetsk, etc., qui sont devenues des régions maintenant de la Russie. Et donc, leur but actuellement, c'est de maintenir ces positions. Il faut savoir que récemment, il y a eu une rencontre entre Poutine et Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Oui. Ils vont envoyer des dizaines de milliers de travailleurs nord-coréens pour reconstruire la partie de l'Ukraine qui est actuellement devenue russe. Donc des villes comme Mariupol vont être reconstruites. Donetsk va être reconstruite par des milliers de travailleurs nord-coréens. Vous voyez, c'est déjà prévu. Donc là, alors, moi, les Russes, ils savent très bien où ils vont. Et rien ne les arrêtera. La seule chose qui les arrêtera, c'est si les Américains font marche arrière, s'ils abandonnent le Zelensky. Alors là, on n'aura pas de guerre nucléaire. Mais si on continue à progresser, là, regardez, moi, bien sûr, c'est mon opinion, mais voilà la carte telle que je la vois, ça c'est toute la partie assurée que les Russes vont conquérir. Ça représente plus de 40% du territoire avant le 24 février 2022. Plus de 40%. Il y aura le port d'Odessa. Alors à Odessa, vous le prévoyez pour quand? Enfin, on verra ça demain. Alors oui, on verra. Mais si vous voulez, c'est à partir de ce moment-là, on verra si les États-Unis montent la marche supplémentaire ou s'ils arrêtent. D'accord. Voilà. Il faut qu'on en revienne à notre sujet. Alors on en revient au sujet. S'écarte du sujet. Donc, on est, si vous voulez, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'explosion au sol. Donc, l'explosion au sol, ou dans le sol, c'est la différence, c'est, si vous voulez, le profil du trou. Alors, cette explosion au sol pour 1 mégatonne, ce ne sont pas des études, c'est des choses qui ont été faites. Tous les tests qui ont été faits par les Américains, par les Français, tout ça, on a les chiffres. On a les chiffres. On sait que 1 mégatonne fait un cratère de 300 mètres de diamètre, d'une profondeur de 60 à 90 mètres de profondeur, en fonction du terrain, la nature du terrain. Si c'est du sable, etc., vous voyez, le profil est différent. Donc du coup, les poussières radioactives, c'est en fonction du terrain. Absolument. Qui vont se dégager en altitude. Alors, tout part en altitude, les arbres, les trucs, les matières, l'acier, tout ça, tout le ferraillage, le béton, tout ça part en altitude. Et c'est cette quantité, si vous voulez, énorme de matériaux. Ça va constituer une poussière. Un nuage. Un nuage. Un gros nuage. Qui va se déplacer. Alors, l'essentiel, vous voyez, c'est une grosse colonne, les 300 mètres de diamètre, vont monter. Qu'est-ce qui les fait monter? Le souffle de l'explosion, mais surtout la chaleur. Vous avez les nuages d'eau, c'est parce que l'eau, sous forme de vapeur, est plus chaude que l'air ambiant. C'est pour ça qu'elle reste à 3000 mètres d'altitude ou à 300 mètres. D'accord. Quand le nuage se refroidit, il devient de la pluie et tombe. D'accord. Et bien là, la chaleur va monter les matériaux à 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude. Et puis les poussières les plus lourdes vont retomber dans les 10 km de rayon. Dans les 10 km autour. Voilà. Et après... Et alors, tout ce qui est léger, le vent va l'emporter. Et c'est toutes ces petites poussières qui vont retomber au sol. Quand ça va se refroidir. Voilà. C'est toujours même... Quand ça va se refroidir. Et alors là, vous avez ici l'explication. Voilà comment ça se passe. Ici, vous avez le point zéro. C'est le point d'explosion pour une explosion au sol. Et toute cette colonne va monter. Et puis, supposons que le vent est là. Eh bien, vous avez
des quantités importantes qui sont dans la zone bleue, après des quantités dans la zone rouge, moins importantes dans la zone verte, et puis, etc. Donc ça se dilue d'une certaine manière. Petit à petit, toutes les poussières les plus lourdes sont tombées, et quand on est très très loin, il reste que des trucs. Et donc, le débit, là aussi, oui. On le connaît, les chiffres, oui. Je les indique. Oui. C'est pas des chiffres, c'est des chiffres réels. Oui. Ça a été mesuré. Oui. Donc vous avez par exemple, quand vous êtes sur la zone qui est bleue, eh bien vous avez un débit en rad heure. Donc là, on évalue en fonction de la zone où on est. C'est là qu'il faut être attentif à ça parce qu'il y a le point d'impact et ensuite. Ça va être dégressif, il y a des zones dégressives, voilà. Et en fonction de la zone où on est, il faut rester à l'abri pendant plusieurs jours, c'est ça. Voilà. C'est le nombre de jours dans lesquels on doit rester à l'abri, ça dépend. Ça dépend de la zone. Ça dépend de la zone où on se trouve. Non, ça ne dépend pas de la zone où on se trouve, ça dépend du débit. Oui, mais le débit dépend de la zone. Exactement. Donc c'est la zone. Oui, mais comment vous allez savoir? C'est avec cet appareil-là. Oui, mais si je sors avec cet appareil-là. Comment je fais? Je suis chez moi, je suis en travers, mais l'appareil, il faut que je sorte. Et là, je prends un risque. Dans votre maison, vous avez, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez un rayonnement gamma qui est presque aussi fort que dehors. Vous n'avez pas besoin de sortir. Les gens se racontent des histoires. Quand ils s'imaginent qu'ils vont rester dans les immeubles, tout le monde, mais les militaires les premiers, font l'erreur de penser contamination et non pas rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, il traverse un mur de 80 cm d'épaisseur. Donc, la seule façon... De 80 cm d'épaisseur. Mais, alors, je vais vous dire, il est bien entendu filtré. Pour diviser le rayonnement par 10 000, il faut 1,40 m de béton. 1,40 m, vous divisez par 10 000, vous voyez? Donc, imaginez, tout autour de la maison, il y a des quantités de poussière qui sont tombées. Elle rayonne, elle donne un débit en fonction de l'endroit où on est par rapport à l'explosion. Moi, ici, j'ai des murs qui font 80 cm d'épaisseur. Je vais avoir à peu près une division par, on va dire, peut-être 2000. Vous voyez? Si je suis dans ma cave, là, oui, je vais être protégé. Parce que, en étant sous le niveau du sol, le rayonnement passe au-dessus de moi. Le rayonnement, c'est comme quand vous allez faire une radio chez le radiologue, il passe à travers votre corps, il passe à travers le truc. Donc c'est ça le rayonnement. Et ce fameux rayonnement, alors il est plus ou moins puissant en fonction, on est bien d'accord, de la zone dans laquelle on se trouve. Oui. C'est ça. Donc moi je suis particulier, je n'ai pas forcément d'informations sur la zone. Donc la seule manière... je n'ai pas forcément l'information par rapport au point d'impact. Si c'est en Angleterre, en France, je ne sais pas. J'entends les 5 zones, je ne peux pas identifier. Non. La seule moyen d'identifier, c'est j'entends les 5 zones, immédiatement je prends mon compteur Gégère et je mesure dans la pièce où je suis. Alors vous pouvez le mesurer à l'intérieur ou dehors, mais... Je peux être exposé combien de temps? Voilà. Sans risque. Voilà, c'est ça. Donc... Tout ça, c'est de la connaissance, si vous voulez, c'est expliqué dans le livre, c'est le point important. Ouais. Vous avez la possibilité, oui, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est relatif, un être humain a la capacité d'encaisser 25 rad, 25 rem en une exposition. Donc, il ne faut pas dépasser cette dose parce qu'après, on va avoir des symptômes violents. Donc, à partir de ça, vous pouvez calculer. Supposons, on va prendre un exemple concret. Je suis dans une... les nuages sont passés au-dessus. Je suis dans une zone il y a un débit de 350 rad/heure. Mon appareil vient de me l'indiquer. 350 rad/heure. Je peux être dehors parce qu'une minute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux l'encaisser. C'est pas quelque chose qui va me tuer. Vous voyez. Bon, pendant une minute, je peux regarder. À partir de ce moment-là, je prends la décision. Je vois que je suis dans une zone à 350 rad/heure. Je sais qu'il faut que j'y reste 5 minutes, pas plus. Parce que c'est... automatiquement, on va dire, pour faire simple, si je suis obligé de travailler dehors pendant 10 minutes, je vais quand même encaisser 35 rads. Voyez. Donc,
si je reste que 5 minutes, je vais encaisser 17 rad. Bon, ça, c'est faisable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a 350 rad dehors. Je vais aller tout de suite dans ma cave ou, si j'habite en ville, je descends dans un parking souterrain. C'est ça. Ça, c'est le truc. Je descends dans un parking souterrain. Mais où la chose est importante, c'est qu'il faut se préparer d'avance. Parce que pour aller dans un parking souterrain avec sa famille, c'est pas avec les deux mains dans les poches que vous allez, ou peut-être, si vous n'avez pas le choix. Si on n'a pas le choix. Mais normalement, la chose qu'il faut que les gens fassent chez eux, c'est un pack d'eau. Un pack d'eau de 6 bouteilles, 3 paquets de biscuits pour 2 personnes. Voyez, de quoi être capable de rester 72 heures dans un parking souterrain. 72 heures. 72 heures, vous avez déjà la radioactivité qui est divisée par 100. Voyez ? D'accord. C'est ça qui est important, Oui, de savoir. Tout ça, c'est de la connaissance. Il faut que, à chaque fois que vous multipliez le temps par 7, vous divisez le niveau de radioactivité, le rayonnement gamma, par 10. Donc vous étiez, au départ, vous êtes avec votre appareil 350 rad/heure. Je vais dans un parking souterrain, deuxième sous-sol, tranquille. Oui. Bon. Les histoires de ventilation, tout ça, c'est de la blague. C'est le rayonnement gamma qui vous tue. Donc, oubliez les poussières, tout ça. Vous voulez sortir dehors, vous prenez un masque anti-Covid, ça suffit. Voyez, vous allez avoir quelques poussières, c'est pas grave. On est en guerre. On n'est pas, si vous voulez, en train de travailler à la centrale de Saclay avec le compteur pour voir, oh là là, j'ai 0,1 rad. Non, c'est fini ça, c'est de la blague ça. On est dans la vie ou mort, vous voyez. Donc, on est dans une configuration de guerre. Il faut bien comprendre que ça n'a plus rien à voir avec les conventions collectives. Ah non, j'arrête de travailler parce que j'ai accumulé 0,50. Hein, donc, voilà. Non. Donc, il faut que le pack d'eau, il soit là pour le couple ou pour la famille, 2 packs d'eau, quelques paquets de biscuits. Pourquoi? Parce qu'avec les biscuits, vous n'avez pas besoin de faire cuire, vous n'avez pas besoin de quoi, vous avez de quoi tenir 72 heures. En 72 heures, quand on était à 350 rad/heure, ce qui va être le cas dans beaucoup de régions, eh bien, on va passer à 3,5 rad/heure. Là déjà, vous pouvez éventuellement vous informer, est-ce qu'à 15 km de là, il y a des retombées ou pas? D'où la nécessité d'avoir une radio. Une radio, pour savoir quelles sont les zones où on peut se déménager. Et éventuellement, alors là, il y aura probablement peut-être une organisation. Mais déjà, vous pouvez décider, attention, là, 3,5 rad, bon, qu'est-ce que je fais? On peut rester 2 ou 3 heures dehors, mais le mieux, c'est peut-être que je prolonge le truc, je vais chercher de la nourriture, je vais chercher de la boisson, et on retourne... Dans l'abri. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol, dans la cave, ou dans le parking souterrain. Et à ce moment-là, en l'espace de 2 semaines, la radioactivité va être encore divisée par 10. Vous voyez? Donc là, à 0,35, bon, on peut prendre sa famille. Est-ce qu'il y a des voitures qui marchent? On peut aller à gauche, à droite, voir toujours pareil avec l'appareil. Parce que j'arrive avec mon appareil, je vois qu'il n'y a pas... L'unité de mesure sur l'appareil, c'est... C'est des millisieverts. Donc, alors il faut convertir. Alors, il faut convertir. Il faut diviser par 10. Si par 10, voilà. Pour avoir le nombre de rad. Voilà, c'est ça. Et là, si vous êtes, par exemple, à 35 millisieverts, eh ben, vous avez 3,5 rad. D'accord. Et là, c'est bon. Là. On peut sortir. On peut sortir, ou on peut décider d'attendre un petit peu plus pour descendre encore, parce que là, on va dire, bon, si je passe une journée d'or, c'est pas grave. Vous voyez, je sauve ma peau. Donc ça, c'est simple, en fait. La précaution, c'est je descends dans le sous-sol, j'ai mon pack d'eau, mes biscuits, et j'attends. Voilà. Alors évidemment, c'est pas confortable, ça va être dur. Psychologiquement, je crois que l'aspect psychologique est très important dans ce genre de situation. Il faut être préparé mentalement. Il faut que les gens soient préparés mentalement. Voilà. C'est peut-être la première des précautions à prendre. Et ensuite, il faut que les gens qui vivent dans les campagnes, dans leur maison sans sous-sol, alors ces gens-là, ils doivent
contacter des voisins ou des amis qui sont équipés d'un sous-sol, si je comprends bien. Voilà. Alors la question, le gars Parce que ça ne suffit pas d'aller dans une église, ça ne va pas protéger. Non. Les murs ne sont pas assez épais. Ils ne sont pas assez épais. Donc, on ne va pas dans l'église, on ne va pas... Sauf si dans l'église... Il y a une crypte. Il y a un sous-sol. Une crypte. Voilà. Alors là, vous pouvez. Cathédrale. Oui, cathédrale. Tout ça. Ouais, cathédrale. Une église de village, il n'y aura pas de crypte. Non, pas dans une église de village, mais dans une cathédrale, oui. Mais là, on parle de la campagne. Oui, donc, dans les campagnes, il faut que les gens... repèrent avant un endroit où ils seront protégés du rayonnement gamma. Alors, bien souvent, c'est ça qui est important de savoir, c'est que quand vous avez, on va prendre l'autre carte, c'est que voilà quelque chose, une hypothèse qui peut s'avérer réelle. Vous avez par exemple le point zéro qui est au nord de Londres, qui est le quartier général de l'OTAN. Là, ce sera une puissance énorme qui sera utilisée. Généralement, les vents dans cette région sont nord-ouest et le nuage va aller en direction de Paris, la région parisienne. Dans la région parisienne, vous avez également des bases qui sont militaires, qui peuvent créer également des nuages. La personne qui habite, si vous voulez, dans le Nord-Pas-de-Calais, quand la bombe va exploser au-dessus de Londres, ils vont l'entendre. Ça, on n'a pas besoin de sirène. Ils vont l'entendre. Ah, là, je peux vous dire que non seulement ils vont l'entendre, mais ça va secouer. Et, oui, parce que la puissance, c'est pareil. Vous êtes chez vous en Seine-et-Marne, ils envoient une bombe qui pénètre dans le sol, et à Orly, à 30 km au-dessus d'Orly, vous êtes à 30 km de là, vous l'entendez. Alors là, c'est sûr, hein, vous n'avez pas besoin de sirène, je peux vous dire. Donc, mais ce qui est important, c'est que vous allez disposer de 2 heures, de 3 heures pour vous mettre à l'abri. Très important. Et donc, si vous avez repéré et que votre voiture n'est pas trop moderne, si votre voiture est assez type 4L, tout ça, vous voyez, vous montez là-dedans, en direction de quelque chose que vous avez repéré où vous pouvez passer 3 jours. Voyez, et vous avez 2 heures devant vous pour le faire. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que s'il y avait l'information, on pourrait sauver des millions de personnes, je dis bien des millions là, dans ce cas-là, simplement parce que les gens se seraient organisés par eux-mêmes, sauraient que à tel endroit, il y a un parking, je peux y aller, on peut se retrouver à 200 ou 300 dans un parking, il y a un métro, je peux y aller parce que là, je vais être à l'abri, vous voyez, dans les grandes villes. Et alors, bizarrement... Mais là, en espèces, on aurait donc une panique au niveau des voitures, il y aurait trop de circulation, il y aurait des bouchons, tout serait bloqué parce que tout le monde prendrait sa voiture pour s'éloigner de l'impact. Dans les premières heures. Donc on ne sait pas trop si finalement... Alors, vous avez évoqué une fois comment va être le comportement des gens. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Parce que, si vous voulez, la population violente, potentiellement violente, elle est dans l'ignorance la plus totale. Ces gens-là vont rester dehors. Quels sont les symptômes du rayonnement gamma? Les gens commencent à devenir très faibles. Ils sont anémiés. Vous voyez, ils ont plus d'énergie. D'accord. Il y a le rayonnement gamma va détruire les globules blancs, les globules rouges. Les gens commencent par saigner du nez, et puis ensuite ils saignent des yeux. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. D'accord. Vous voyez, ça c'est en quelques heures. Inoffensifs, en fait. Voilà, ils deviennent inoffensifs parce que ils sont restés. Vous avez par exemple, vous allez avoir le cas fréquemment d'un cultivateur qui est sur son tracteur, qui, dans sa cabine, il n'a pas entendu le truc, le nuage arrive au-dessus de lui, il est dans une zone où il y a un rayonnement, on va dire, de 1000 rad-heure, tout à fait possible, même 2000, il y aura des endroits où il y aura ça. Il continue à cultiver son champ, au bout d'1 heure, pouf, il tombe, c'est fini. Il comprend pas ce qui se passe. Et puis le lendemain matin, on le retrouve mort.
Donc ça, il n'y a pas trop à s'inquiéter, si vous voulez, dans toutes les zones où il n'y a pas, où il y aura des retombées. Parce que les gens, soit en 3 heures, soit en 3 jours, ils auront accumulé la dose qui est mortelle. Et donc, même s'ils meurent 8 jours plus tard, ils ne vont pas faire de violence et tout ça. Ça, c'est exclu. Il y aura beaucoup de nourriture dans les supermarchés 15 jours après. Vous voyez, les boîtes de conserve, tout ça, parce qu'il n'y aura personne qui sera vivant pour venir les chercher. Donc ça, c'est la réalité qu'il faut se mettre. Il faut se mettre dans la tête, oui. Voilà, vous pouvez prendre votre bicyclette, aller faire les courses, à 15 bornes de là, il y a un supermarché, tout est là. Parce qu'il n'y a personne qui est venu, vous voyez. Donc, voilà un petit peu... Donc, nourriture, après, il y a l'impact. Donc, on imagine qu'il faut, pour ceux qui sont prévoyants, au-delà du parking, maintenant on va parler de ceux qui sont dans une situation où ils ont un logement particulier et une cave, donc je fais des réserves. Voilà. J'équipe ma cave d'un matelas, de choses où je puisse... En fait, c'est ça, c'est organiser ma vie pendant 48 heures, 72 heures, de façon à avoir un minimum de confort pour survivre pendant 4 ans dans un lieu fermé. Mais je ne sors pas du tout, c'est ça, hein? Non, c'est-à-dire surtout sous le niveau du sol. Sous le niveau du sol. Et alors, ce qui est très important, c'est que finalement, vous voyez, les gens qui vivent en HLM, oui. Eh bien, finalement, ils sont bien lotis parce qu'ils ont 2 niveaux de protection. D'abord, dans la plupart des HLM, il y a des caves. Oui. Donc, effectivement, vous avez une petite cave individuelle. Surtout, ne pas accumuler beaucoup de nourriture. C'est simplement un peu d'eau. C'est ça. Une toilette chimique. Toilette chimique, c'est indispensable. De camping, vous voyez. Quelques paquets de biscuits, c'est bon. On ne va pas faire chauffer, on ne va rien faire. Voilà, on va se dire là, je suis là pour 3 jours, peut-être 6 jours, histoire d'attendre un peu plus. Et alors, effectivement, la cave, elle est sous le niveau du sol, mais surtout, ce qui est important, c'est que si c'est un immeuble à 7 étages, eh bien, ça encaisse. Vous avez tous les paliers, tous les planchers qui sont en béton, qui représentent au total une couche, si vous voulez, de 1 mètre de béton, quand il y a 10 étages au-dessus de vous. Il y a autre chose qui est important, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous voyez, dans les rues, où il y a, eh bien, il ne peut pas y avoir du rayonnement qui vient depuis 500 mètres. Vous avez toutes ces poussières radioactives. D'une certaine manière, ils sont mieux protégés. En ville, ils sont mieux protégés quand il y a des rues étroites, parce qu'il n'y a que la superficie, que le poids, si vous voulez, des poussières par mètre carré qui est dans les rues, qui est au-dessus du toit, et tout ça va être pris. Alors, dans les immeubles parisiens, moins de protection, puisque ce sont des planchers en bois. Ah, d'accord. Vous voyez, mais dans les HLM, c'est des ourdis, c'est le béton, ça représente une bonne protection. Ah oui. Donc, ça, c'est... Vous voyez, si on pouvait dire, apporter la connaissance, on sauverait des millions de personnes. Oui, oui, bien sûr. Et donc, voilà, c'est dommage, mais... actuellement, bon, moi, on l'a dit tout à l'heure, moi je suis sur la liste noire parce que on parle du lobby financier, on parle du lobby journal. Et ça n'a pas plu. Alors ça, évidemment, là, ça vous a éliminé du registre. Pas question de faire la promotion de quelqu'un qui parle de tout